Bonjour à tous, c'est Baptiste et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Podcyclette, le podcast consacré au cyclisme sur route. Et aujourd'hui, épisode de preview du premier monument de l'année qui est Milan-San Remo. Donc le premier grand rendez-vous de sport, de cyclisme. Non, je rigole, c'est pas le premier évidemment, il y a eu beaucoup de courses très chouettes jusque-là. Mais donc ici c'est le premier monument de la saison, il y en a 5. On commence donc en Italie, ça sera ce samedi, ça sera Milan-San Remo. Donc Milan-San Remo, vous connaissez évidemment tous. En termes de parcours, si on revient très rapidement dessus, donc c'est une course qui fait bientôt 300 kilomètres. Enfin non, puisque cette année le parcours a été un peu changé. On part d'un peu moins loin, donc c'est-à-dire qu'avant c'était souvent 298 kilomètres, si je dis pas de bêtises, et cette année c'est seulement 288 kilomètres. Seulement 6 heures ou 7 heures de vélo, avec un parcours très plat sur son ensemble, hein. Mais donc, vous connaissez avec la fin avec les capis, donc ces petites montées qui se trouvent avant San Remo, et notamment les deux dernières qui sont la Cipressa et le Poggio. Donc en fait, en termes de parcours, c'est 250 kilomètres où il se passe rien. Ensuite, un peu de placement. La Cipressa où tout le monde roule à fond, mais où tout le monde reste placé. Donc la Cipressa, pour rappel, c'est une petite montée qui fait 5 kilomètres à 4%. Voilà, pas très compliqué. Et ensuite, on redescend. Et là, c'est le sprint final pour se placer avant le Poggio. Donc le Poggio qui est le juge de paix de Milan-San Remo, avec un peu moins de 4 kilomètres, un peu moins de 4%, mais il y a un petit passage à 8% notamment où, à l'époque, Alaphilippe lançait ses attaques et en fait où tous les plus forts vont essayer de sortir un peu avant le sommet en fait. Et ce qui fait aussi la particularité du Poggio, c'est que c'est des routes assez étroites avec des virages serrés. Donc en termes de placement, c'est assez important. On roule en file indienne. Et puis si jamais vous loupez votre virage, ça a déjà arrivé que certains coureurs tombent dans les virages parce qu'ils étaient sortis trop larges. Enfin, c'est quand même assez important en termes de placement, c'est toute une science, le Poggio. Mais donc, je disais, le Poggio, où il y a un passage à 8% un peu avant le sommet. Ensuite, vous arrivez au sommet, cette fameuse cabine téléphonique rouge qui est sur un angle, une descente très sinueuse, et puis vous arrivez sur San Remo, vous avez 2 ou 3 kilomètres de plat, et c'est l'arrivée. Moi, j'ai longtemps pensé dans ma jeunesse que San Remo, c'était une classique assez peu intéressante, mais finalement, je trouve que c'est quand même le moment où on a les 15 minutes de vélo les plus intenses de la saison. C'est-à-dire qu'en fait, les coureurs attendent pendant si longtemps pour enfin se livrer la bataille dans le Poggio, et donc dans le Poggio, ça roule à fond, ça éclate de toutes parts. Enfin, c'est vraiment les moments de tension les plus importants. Et surtout, ce qui est intéressant dans Milan-San Remo, c'est qu'on a des scénarios de course qui peuvent varier. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit à l'avance. Bon, dans un monument plus classique, je sais pas, un Liège-Bastogne-Liège, un Tour des Flandres, on sait à peu près où ça va attaquer, où les différences vont se faire. Là aussi, mais on sait pas qui va gagner. Ça peut être un sprinter, ça peut être un mec qui fait la descente comme Mohoric il y a 2 ans, ça peut être un mec très fort dans la bosse comme parfois certains l'ont fait en solitaire, Mathieu Van Der Poel l'an dernier. Enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer et c'est ça qui est assez intéressant dans cette course-là. On va regarder les résultats des années dernières quand même pour vous donner un ordre d'idée. Donc je disais, ces dernières années, ça a quand même été plutôt la part belle aux attaquants. On se souvient que l'an dernier, Mathieu Van Der Poel a gagné en solo. Alors il y avait un petit groupe de 4 qui s'était détaché dans la moitié du Poggio, on va dire, avec Van Der Poel, Ghana, Van Aert et Pogačar. Ils étaient sortis à 4 et puis Van Der Poel avait placé un contre que personne n'avait pu suivre. Donc là, c'était vraiment les plus forts, les 4 les plus forts. Van Der Poel n'a pas été revu dans la descente, et donc parce qu'il descend bien. Il a gagné en solitaire devant Ghana, Van Aert et Pogačar. Côté français, on avait Turgis qui avait encore fait 9e, pardon. Je dis encore 9e parce que l'an dernier, donc 9e, en 2022, il a fait sa fameuse deuxième place derrière Mohoric. Donc pour rappel, en 2022, c'était l'année un peu folle où Mohoric était sorti dans la descente et il avait ce tube de sel là qui était assez incroyable, avec une petite manette sur le guidon, un truc d'ovni, où le gars avait changé la hauteur de sa selle en cours de descente. Bon, c'était plutôt du gadget, je pense, mais ça avait fait parler. Mais en tout cas, il avait fait parler ses talents de descendeur pour s'imposer. Et puis en 2021 aussi, on peut en parler, c'était la victoire de Stuyven qui était sorti un peu en facteur dans le bas du Poggio parce que on avait un groupe assez conséquent avec des mecs qui faisaient peur comme Caleb Ewan. Personne ne voulait rouler derrière et puis finalement Stuyven était sorti avec l'aide de Søren Kragh Andersen notamment et Turgis avait fait 10e. Turgis qui ne sera pas présent cette année, mais on va parler des coureurs présents un peu plus tard. Euh, on va passer à la météo. La météo, a priori, il fait assez beau. On a eu des météos bien dégueulasses sur Tirreno Adriatico et sur Paris-Nice, mais cette fois-ci,
On devrait avoir une belle course avec des superbes images, donc ça, c'est un bon point. Et je vous propose qu'on passe ensuite directement aux coureurs qui seront présents sur la route. Et pour ça, on va s'aider, comme d'habitude, de Winamax pour regarder les cotes des différents coureurs et puis pouvoir un peu se pencher sur les stratégies des différentes équipes. Donc, pour les favoris, bon, vous allez le voir assez rapidement, il y a deux grands favoris. Celui qui est coté avec la plus petite cote, mais de quasiment rien sur Winamax, c'est Tadej Pogacar qui est coté à 3,50. Euh, Tadej Pogacar qui est coté à 3,50, tout simplement parce qu'on sait qu'il va attaquer dans le Poggio, qu'il va essayer de faire la différence à cet endroit-là. C'est ce qu'il a tenté sur les années précédentes. Il a fait cinquième en 2022, troisième en 2023, quatrième pardon en 2023. En fait, le problème c'est qu'il a jamais réussi à vraiment s'isoler tout seul. Il faut dire que Tadej Pogacar est très fort, mais le Poggio n'est pas très dur. Donc parfois il y a des coureurs qui arrivent à le suivre et ça lui permet pas de s'isoler. Donc là, il va essayer. C'est dans son programme de course. Donc un programme de course assez soft cette année en début d'année puisqu'il prépare le Giro. Et donc Pogacar sera au rendez-vous sur Milan-San Remo. Pas besoin de rappeler ce qu'il a fait sur l'Estrade Bianche avec cette victoire éclatante en sortie en solitaire à 80 km de l'arrivée, 3 minutes d'avance sur tout le monde. Bref, on sait que Poggi est en forme. On est certain qu'il va attaquer en haut du Poggio. Et on est certain qu'il va faire la différence. Je peux parler de son équipe très rapidement, mais concrètement, il n'y aura pas de stratégie d'équipe pour la UAE. Ça sera tout pour Pogacar. Donc on a une super équipe autour de lui. Pourtant, on a pour l'instant sont annoncés. Oui, parce que je parle de la start list le 12 mars, donc le mardi soir. Pour l'instant, sont annoncés Tadej Pogacar, Alessandro Covi, Mark Hirschi, Tim Wellens, Brandon McNulty, Diego Ulissi et Domen Novak. Bon, concrètement, on a un train d'enfer qui va rouler à fond dans la Cipressa puis dans le Poggio. Il y a souvent le fantasme de l'attaque dans la Cipressa qui a lieu. Moi, j'y crois pas. Donc, ça sera une attaque dans le Poggio pour Poggi. Mais ça va rouler très très vite avec les Hirschi, Wellens, McNulty, Covi. Ça va rouler très très vite dans la Cipressa. Et je pense que Wellens sera probablement le dernier à faire le rythme dans le Poggio avant qu'il s'écarte et que Pogacar lâche une attaque dévastatrice. C'est mon petit prono, voilà. Euh, il n'y aura pas de stratégie d'équipe, voilà, donc ça sera tout pour Poggi. Et si ça se regroupe, le plus rapide d'entre eux, des UAE, c'est même Poggi aussi, donc là, il y a pas trop de risques. La seule chose qu'on pourrait voir, mais j'y crois pas trop au vu de la configuration de la course cette année, c'est un regroupement avec deux UAE, disons Hirschi et Pogacar ou Wellens et Pogacar, et que Hirschi sort, là tout le monde se regarde, on se dit merde, c'est pas Pogacar, donc si on roule sur lui, on va se faire contrer par Poggi, et il part en facteur un peu à la Stuyven. Mais je pense que on va voir avec le deuxième grand favori que ça va s'isoler très vite devant avec les meilleurs et qu'il n'y aura pas vraiment la place pour des équipiers. Le deuxième favori, donc bon, sans trop de suspense, c'est Mathieu Van Der Poel qui est coté à 3,75. Donc on avait Pogacar à 3,50 et 3,75 pour Mathieu Van Der Poel. Je ne spoil pas encore qui est le troisième, mais il est coté à 8 et ensuite le quatrième à 15. Donc concrètement, ce que ça veut dire d'un œil bookmaker, c'est qu'on aura un duel entre Pogacar et Van Der Poel. Et je suis assez d'accord, quoique, c'est là que la nuance arrive, c'est que Mathieu Van Der Poel, c'est sa course de reprise, tout simplement. Mathieu Van Der Poel, il n'a pas encore couru en 2024, parce qu'il a fait une grosse saison de cyclocross. Euh, bon là, je fais exprès de rajouter du suspense, même si j'y crois un petit peu, c'est possible que Van Der Poel ne soit pas au top tout de suite. Parce que l'an dernier, sa course de reprise, c'est l'Estrade Bianche, il finit 15e. Et oui, tout le monde l'attendait, il finit 15e, le Mathieu Van Der Poel. En 2022, c'était sa course de reprise, ça lui a pas trop mal réussi, il fait 3e, voilà. Donc ça veut pas tout dire, mais Van Der Poel, s'il fait partie de cette caste, pardon, des extraterrestres qu'on a avec Vingegaard et puis Pogacar, mais c'est peut-être celui qui a le plus d'incertitudes. C'est-à-dire que quand il est fort, il est très très fort, mais parfois il n'est pas forcément au rendez-vous. Donc peut-être que Van Der Poel ne sera pas au rendez-vous, mais s'il l'est, c'est le favori numéro un. C'est peut-être pour ça qu'il est coté à 3,75 parce que concrètement, comme l'an dernier, il peut gagner en allant tout seul parce que même Pogacar ne pourra pas le suivre parce que c'est des pentes sur lesquelles sur un effort si court, Mathieu Van Der Poel n'est tout simplement pas suivable, hein, on va pas se le cacher, mais c'est pas impossible qu'il soit pas en forme. Et puis, donc c'est ça l'élément de suspense, on va dire, qui pourrait empêcher ce duel entre Van Der Poel et Pogacar.
Si on regarde son équipe, on a Gogol, Krag Andersen, Axel Lorentz, mais surtout Jasper Philipsen. Et Jasper Philipsen, c'est un sacré point d'interrogation, je trouve. Parce que les autres, je pense qu'ils n'auront pas le niveau pour le suivre, même si j'adore Axel Lorentz et j'aimerais bien qu'il puisse suivre, mais j'y crois pas du tout. En revanche, Jasper Philipsen, c'est un peu une interrogation. On l'a vu sur l'Omloop, sur Kurn. Il n'a pas gagné. Il a gagné une étape pardon, sur Tirreno. Il n'a pas toujours été impérial. Il a fait une chute. Il a fait deuxième aussi derrière Jonathan Milan. Il n'a pas l'air si impressionnant pour l'instant en début d'année, Jasper Philipsen. Mais c'est peut-être aussi parce que son but, c'est de se préparer pour plus des classiques que des sprints. Et si on regarde son programme de course, c'est assez intéressant parce qu'il fait la Danelit Noordkirche, donc une course pavée demain d'ailleurs, le 13, à l'heure où je m'enregistre. Milan-San Remo, ensuite Bruges de Panne, puis Gand-Wevelgem à travers la Flandre, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Amstel Gold Race. Est-ce que c'est vraiment le parcours? Est-ce que c'est vraiment le calendrier d'un sprinter? Moi, je trouve pas vraiment. Après, vous allez me dire, il n'y a pas forcément beaucoup d'autres courses pour sprinter en ce début de saison, mais ça montre quand même que Jasper Philipsen a la volonté de s'orienter sur une saison de classique en ce début d'année, avant de faire le Tour de France. Et donc, peut-être qu'il a un peu délaissé la vitesse de pointure, pour se concentrer plutôt sur le jump ou par exemple sur les pavés, parce qu'on sait qu'il a fait un super Paris-Roubaix l'an dernier, qu'il a failli gagner quand même. Peut-être que c'est son ambition pour cette année. Et donc moi, Jasper Philipsen, je sortirai pas totalement des débats. Et la question, c'est aussi de savoir, est-ce que Philipsen va rouler pour Van Der Poel? On sait qu'il y aura probablement la UAE qui va faire le train, donc probablement que les UAE, les Alpecin, pardon, ne vont pas avoir à le faire. Et donc, on pourrait voir, par exemple, Pogacar avec dans sa roue Van Der Poel et dans sa roue Philipsen. Philipsen, sur Milan-San Remo, l'an dernier, euh, il n'était pas assez fort pour suivre, puisqu'il avait fait 15e seulement. D'ailleurs, le deuxième meilleur Alpecin, c'était Soren Kragh Andersen. Ça, c'est mon petit chouchou, Soren Kragh Andersen, vous le savez très bien. Je pense qu'il peut faire une bonne place, mais là, Philipsen, Soren Kragh Andersen, Mathieu Van Der Poel, on peut clairement en avoir trois dans le top 10, même si Kragh Andersen, c'est toujours un peu la surprise, mais moi, je pense qu'on va être surpris par Jasper Philipsen. Ou alors, soit il est pas du tout en forme, soit il se prépare plutôt pour les classiques. Il y aura un premier élément de réponse demain avec la Nokere classique, là, la Danilitz. Donc, bon, je pourrais pas vous en parler aujourd'hui vu que la course est demain. Mais ça sera un premier élément de réponse pour savoir si Philipsen est vraiment dans le coup ou pas. Et si on regarde du côté des bookmakers, la cote de Philipsen est à 20. C'est seulement le septième favori. Donc, voilà. Philipsen n'est pas plébiscité par les bookmakers. Moi, je pense qu'il fait plutôt une saison de Classic Man en ce début d'année. Et donc, je suis très curieux de voir comment ça va se passer avec lui. Et aussi curieux de voir si comment ça va se passer si on a un regroupement en bas du Poggio et qu'on a un groupe avec Van Der Poel et Philipsen. Est-ce que Van Der Poel devrait pas à ce moment-là rouler pour Philipsen et lui faire le sprint? C'est possible, mais après, Van Der Poel, c'est le champion du monde. C'est le vainqueur en titre. Est-ce qu'il va vraiment se mettre à la planche? Bon, c'est des questions qui sont assez intéressantes. Pour moi, le grand favori de l'Alpecin, ça reste Mathieu Van Der Poel. Mais je suis très curieux de voir le placement de Jasper Philipsen dans cette histoire. Voilà. Ensuite, le troisième favori, c'est Mats Pedersen. Mats Pedersen, évidemment, c'est pas n'importe qui. Il a encore fait un début de saison où il a énormément travaillé. Il était déjà parmi les favoris pour les années précédentes. Donc si on regarde son bilan, c'est deux fois sixième en 2022, en 2023. Et je pense que cette année, il va encore faire sixième parce que je pense qu'il sera encore un peu trop juste pour suivre les plus rapides. Donc lui, vraiment, sa stratégie, c'est limiter la casse et puis miser sur un regroupement. Même si je pense plutôt que ça sera un duel Pogacar-Van Der Poel. Si jamais ça arrive au sprint, Mats Pedersen, pourquoi pas. Et il y a aussi une chose qui est intéressante, c'est que dans son équipe, il y a un profil assez en forme et assez similaire, c'est Jonathan Milan. Jonathan Milan qui va participer donc à Milan-San Remo, qui cette année donc a participé à le Tour de Valence, la Comunidad Valenciana, où il a fait une victoire d'étape, une deuxième place. Sur Tirreno, on l'a vu, il gagne deux étapes, donc il est très en forme. Euh, il grimpe plutôt pas mal pour un sprinter, donc ça sera peut-être intéressant de voir ce qu'il va faire. Moi, je pense que il est encore trop juste pour passer une bosse. C'est plutôt pour Mats Pedersen. Il faut pas aussi oublier
Tom Skynes qui sera un bon équipier pour la Lidl Trek s'il est toujours aussi en forme. Et puis, il faut pas oublier Jasper Stuyven. Et oui, le vainqueur de l'année 2021, qui est aussi présent dans cette équipe, qui a fait un début de saison totalement anonyme. Il a fait quand même top 10 sur le week-end d'ouverture en Belgique, 7e et 10e, même si on ne l'a pas vraiment vu à l'avant. Mais bon, il a gagné, on peut pas vraiment l'évincer des débats. Il avait fait 10e l'an dernier. Donc voilà, on a une équipe Lidl Trek qui se présente avec trois têtes d'affiche, avec Stuyven, Milan et Pedersen. Et dans l'ordre, ça sera plutôt Pedersen, puis Stuyven, puis Milan, je pense. Je pense que Milan va être trop court, même s'il est coté seulement à 20 par les bookmakers. Tandis que si on regarde la cote de Stuyven, par exemple, elle est beaucoup plus élevée puisqu'elle est à 100. Moi, je pense que Stuyven, il avance un peu dans l'ombre, mais il sera quand même meilleur que Milan. Et le grand favori, enfin, le grand leader, pardon, des Lidl Trek, ce sera quand même, on va pas se mentir, l'ami Mats Pedersen. Même si je l'ai dit sur mon scénario de course, je ne le vois pas s'accrocher au meilleur. Il faudrait vraiment qu'il y ait un regroupement pour qu'il puisse s'accrocher dans la descente et puis ensuite jouer le sprint. Donc ça, c'était pour la Lidl Trek. Favori suivant, selon les bookmakers, c'est Christophe Laporte qui est coté à 15. Oui, puisque cette année, la Jumbo-Visma, enfin la Visma Leasebike, pardon, s'avance sans ses têtes de proue, euh, Mathieu Van Der Poel, n'importe quoi, Wout van Aert. Donc on aura Christophe Laporte qui sera probablement leader, et je dis probablement parce que il y a aussi une stratégie intéressante à voir avec Olaf Koy, parce que Laporte grimpe peut-être un petit peu mieux, mais Olaf Koy va plus vite au sprint. Après, Laporte, on sait que c'est un coureur très endurant, les courses de 300 km, ça le dérange pas. Si on regarde son début de course, il a fait quoi? Omloop, Kurn, Strade Bianche. Omloop et Kurn, il fait la course d'équipe, donc il fait des sprints pour jouer des places d'honneur, il fait cinquième et quatrième, même s'il avait l'air super fort. Pour les Strade Bianche, bon, c'était trop dur pour lui, ça montait trop. Il fait quand même un top 10 qui est assez honorable. Je crois qu'il y a le DS de la Jumbo-Visma, de la Visma Leasebike, pardon, je suis vraiment désolé, qui a fait un commentaire après les Strade Bianche qui a dit: «On a foiré notre course, à part Christophe qui était bon». Sauf que Christophe Laporte, il a jamais fait de top 10 sur Milan-San Remo, et pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, puisqu'il a participé presque 10 fois à la course. Depuis 2015, il a loupé seulement l'édition 2017. Et il a jamais fait mieux que 13e en 2023. Sauf que cette année, il est leader, donc on verra comment ça va se passer. Moi, je pense que Christophe va faire un top 10. Je suis aussi curieux de voir ce que Olaf Koy, pardon, va faire. Olaf Koy, qui a gagné 2 étapes sur Paris-Nice, qui a gagné une étape sur l'UAE, qui a gagné la Classica de Almeria, donc déjà 4 victoires cette saison, qu'on a vu assez fort sur les championnats d'Europe, je pensais notamment en 2023, donc qui était un profil très dur. Donc finalement, c'est pas n'importe qui, Olaf Koy, même s'il a jamais fait Milan-San Remo, on n'est pas à l'abri de le voir passer le Poggio dans le top 10 ou le top 15. Et ensuite, au sprint, il va régler tout le monde, ça c'est sûr. Donc, la Visma qui va pas gagner, je pense, mais ça sera intéressant de voir comment va s'organiser la course autour de Olaf Koy et Christophe Laporte. Christophe Laporte qui est la meilleure chance française pour cette course-ci, même si j'y crois pas trop. Sait-on jamais, un marquage entre Pogačar, Van Der Poel, je ne sais pas. Et peut-être que Laporte pourrait revenir dans le match. Par contre, s'il y a un sprint à 3 avec Pogačar et Van Der Poel, voire même un sprint à 4 par exemple avec Pedersen, je pense que Laporte aurait sa carte à jouer. Mais je le vois tout simplement pas assez véloce pour suivre ces gars-là dans le Poggio, malheureusement. Écrit. Écrit, on t'aime quand même, n'oublie pas. Olaf Koy qui est coté à 35. Donc voilà, en comparaison à Laporte qui est coté à 15, on est un peu sur une cote plus faible. Euh, Ensuite, côté à 15, on a aussi Filippo Ganna. Et oui, il ne faut pas l'oublier, Filippo Ganna, puisque c'était un des protagonistes de l'an dernier, puisqu'il avait fait sur cette course-là Milan-San Remo deuxième. Les années d'avant, il n'avait jamais rien fait. L'an dernier, il fait deuxième. Le problème, c'est qu'il fait un début de saison assez anonyme. L'ami Filippo Ganna. Il n'a pas gagné, non. Il n'a pas gagné le chrono de la course à laquelle il a participé, donc Tirreno, alors qu'il l'avait gagné par exemple en 2023 à titre de comparaison. Donc gros point d'intérêt, Filippo Ganna, il était très très fort l'an dernier du niveau de Poggi. Il sera capable de refaire cet exploit-là cette année, je suis pas vraiment sûr. On a vu quand même qu'il avait une vitesse de pointe qui était pas dégueulasse, l'ami Filippo Ganna. Mais bon, côté à 15, voilà. Moi je pense qu'il va pas réussir cette année à faire l'exploit de l'an dernier. C'est dommage. Mais dans son équipe, on a aussi Thomas Pidcock. Thomas Pidcock, donc qui a fait Tirreno,
qui a été assez anonyme dans Tirreno. On l'a vu un peu travailler pardon, pour Team Span. Quatrième d'Estrade, mais on a vu pas totalement très fort. Omloop huitième. Le Tom Pidcock, il est pas vraiment en forme et cette année, son objectif, c'est pas vraiment les classiques, c'est plutôt le Tour de France, je crois. Il vise un bon classement général, donc je ne vois pas non plus s'accrocher à Pogacar et Van Der Poel, malheureusement, le Tom, même si on l'adore. Tom qui est coté à 20. Donc 15 pour Ghana, 20 pour Pidcock. Ça peut peut-être viser un podium dans des bonnes circonstances, mais voilà, moi je les sens pas trop les Ineos cette année. Bon, dans la start list, on a toujours des gars comme Kwiatkowski qui est un ancien vainqueur de Milan-San Remo, mais voilà, c'est plus exactement le même rôle qu'à l'époque. Il a gagné, c'était en 2017, donc c'était il y a une éternité. Voilà, ça va jouer soit sur Pidcock, soit sur Ghana, on ne sait pas encore. Je pense que ça dépendra des formes du jour de chacun, mais ça devrait pas jouer la gagne malheureusement pour la Ineos. Ensuite, si on suit, on a Matej Mohoric, côté à 15, ancien vainqueur, donc on disait en 2022, Matej Mohoric. Matej Mohoric qui dans son équipe a des gars comme Caruso, Fred Wright. Bon, ça sera tout pour Mohoric, on va pas se mentir. Euh, il fait un début de saison moyen, cinquième quand même des Strade Bianche, donc pas trop mal, mais je pense qu'il va jouer un rôle. Mais est-ce qu'il sera capable de suivre Pogacar et puis Van Der Poel? Non, je ne pense pas. Il sera probablement plutôt dans le peloton derrière avec les Pedersen, Laporte, Coy, etc. Peut-être Ghana, Philipsen, mais donc ça veut dire qu'il se fait battre au sprint par Philipsen, il se fait battre au sprint par Laporte, par Pedersen, par Coy. Donc ça fait un fond de top 10, à moins qu'il réussisse à sortir dans la descente. C'est toujours une possibilité, ou qu'il sorte un peu en facteur à la Stuyven. Donc je pense qu'il va tenter le tout pour le tout, à mon avis, Matej. Il va pas jouer pour un top 5, donc ça sera soit le kamikaze dans la descente, soit le facteur, soit un fond de top 10 un peu dégueu. Voilà. Désolé d'être assez vulgaire, mais donc je pense que Matej Moric côté à 15, ça reflète bien le fait que c'est soit il finit tout seul, soit il gagne pas. Et s'il finit tout seul, c'est soit en kamikaze dans la descente, soit en facteur si ça se regroupe. Voilà pour Moric. Ensuite, on avait Philipsen côté à 20, on en a parlé. Milan côté à 20, on en a parlé. Coq côté à 20, on en a parlé. Ensuite, Caleb Ewan côté à 35. Caleb Ewan, on sait qu'il a eu des années où il s'accrochait très bien dans le Poggio, il a surpris un peu tout le monde. Et ensuite, il faisait des sprints. Bon, il a jamais fait mieux que deuxième, mais cette année, Caleb Ewan, je le sens pas. Donc moi, je l'écarte des pronos. Soren Kragh Andersen côté à 40. Bah oui, parce que malgré tout, le Soren, on l'a pas trop vu en début de saison, mais il fait toujours des bons résultats. Donc voilà. Côté à 40, le Soren. Et puis ensuite, on a Binyam Girmay qui est côté à 50. Ça sera trop dur, on l'a pas vu assez en forme. Voilà. Côté à 50. Pareil que Corbin Strong. Je pense qu'on va s'arrêter là sur les pronos. On va repasser vite fait en revue les équipes quand même pour pouvoir parler de certains coureurs, mais je pense qu'ils gagneront pas. Bon, la Arkea, on va parler pour les Français. Le leader, ça sera Arnaud Démare. J'y crois pas. Ça sera beaucoup trop dur pour lui. Surtout qu'on a vu qu'il avait un peu du mal à s'adapter à sa nouvelle équipe. Astana, Simone Velasco. Scaroni, on a vu que les deux étaient pas trop mauvais, mais bon, ça passera jamais avec les meilleurs. La Bora, pour l'instant, ils ont juste annoncé Marco Haller, qui fait toujours un fond de top 15. La Cofidis, Axel Zinglet. Je sais pas s'il a déjà participé, Axel Zinglet, je suis pas sûr. On a vu qu'il était en forme en ce moment aussi. Moi, je pense qu'Axel Zinglet, ça fait top 15 parce que il va s'accrocher pas trop mal. Il sera dans le groupe, deuxième groupe des battus, je pense. Il sera pas dans le premier peloton, il sera dans le deuxième. Donc il y a moyen d'aller accrocher un top 15 pour le gentil Axel. Voilà, on l'adore, Axel Zinglet. Euh, Koratek, Vini Fantini. Bon, il y aura personne qui va jouer la gagne. Peut-être Marc Padoun, je déconne évidemment. AG2R, ce sera pour Benoît Costefroy, a priori. Donc Benoît Costefroy qui s'est montré en forme. AG2R qui s'est montré en forme, qui aura surtout un super maillot. Moi, je pense qu'avec son beau maillot, euh, il va emmener Pogacar et Van Der Poel dans la galaxie et il va s'imposer en solitaire. Évidemment, je rigole, mais bon, Cosnefroy, un top 10, ça serait une satisfaction pour ce monument-là. La IF, Honoré, Bettiol, Paoles, c'est des gars qu'on n'a pas vu si en forme que ça cette année, donc ça jouera pas la victoire. Groupama, ça sera peut-être Stéphane Kung le leader, mais Kung qui a eu des problèmes familiaux. Euh, T'as tout notre soutien, Stéphane, si tu nous écoutes. Euh,
Ça sera sa course de reprise, il sera probablement trop juste. Intermarché, on en a parlé avec Binyam Girmay. L'Auto Destiny, qui est orpheline de Arnaud Delis, c'est parmi sa chute du Sama, donc ils vont essayer de faire ce qu'ils peuvent, mais ils n'ont pas vraiment les coureurs pour. Il y a Maxime Van Gils qui est bon, on l'a vu, surtout sur l'Estrade Bianche, mais c'est pas son profil de course. La Movistar qui a pas ramené ses gros coureurs, donc c'est pareil, ils vont pas peser dessus. La Soudal Quick-Step, on va en parler parce qu'il y a Julien. Moi, Julien, je l'ai pas trouvé impérial en ce début de saison, malheureusement, en dépit des déclarations et tout. Donc, je serais très heureux que Julien s'accroche dans le premier peloton des battus dans le Poggio, parce que on sait que le Poggio, que c'est un effort pardon, qui lui correspond parfaitement à Julien, mais malheureusement, il n'est pas dans l'état de forme pour suivre les Van Der Poel et les Pogacar. Donc, s'il te plaît, Julien, fais-nous mentir, mais être dans le premier peloton des battus, ça serait déjà pas trop mal, je pense, pour Julien. La DSM, ce sera Patrick Bévin. Bon, voilà, pas besoin d'en dire plus. Politique Cometa, il y aura pas grand monde non plus. Tudor, il y aura Matteo Trentin, ça sera le leader. Assez intéressant. Peut-être un premier top 10 sur un monument pour cette équipe récente. Je ne sais pas. En tout cas, l'an dernier, peut-être 19e, Trentin, 12e en 2021. Il a déjà chopé deux top 10 en 2019 et en 2016. Mais là, ça risque d'être un peu dur pour le vieillissant Matteo Trentin. Et puis Uno X, Warren Cold, je sais pas le dire, pardon, ou Alexander Christophe, ce sera plutôt pour Warren Cold, je pense, mais pareil, compte top 15, je pense, malheureusement, pas mieux. Donc voilà, c'était assez rapide pour les favoris. Clairement, il y a deux gars qui sont trop forts pour le reste, c'est Pogacar et Van Der Poel. Je veux dire un gars et demi parce qu'on sait pas dans quel état sera Van Der Poel. Mais c'est sûr que Pogacar est en forme. C'est sûr qu'il va attaquer. C'est sûr que personne va réussir à le suivre. Sauf Van Der Poel s'il est en forme. Donc voilà. euh, on a un beau duel. C'est cool parce que sur les courses précédentes, on avait toujours des gros favoris. Là, on a un duel qui est annoncé. Donc c'est première course vraiment très excitante de l'année. Est-ce que Van Der Poel sera au niveau ou pas? S'il est au niveau, je pense qu'il a un peu d'avance sur Pogacar. Mais s'il n'est pas vraiment à son niveau de début de saison, d'il y a 2 ans là, et ben, ça sera compliqué pour lui de suivre, Poggi, je pense, s'il n'est pas assez en forme. Donc voilà, en termes de scénario de course, moi je pense que c'est la UAE qui va tout prendre en main. Intéressant de voir, en tout cas si, Van Der Poel suit Pogacar, je pense que les 2 vont coopérer et se la jouer au sprint. S'il y en a un qui part tout seul, ça va gagner tout simplement, parce que je pense pas qu'il serait revu. En revanche, s'il y a un trouble fait pardon, qui vient, rester avec eux en haut du Poggio, je pense notamment à un Laporte, un Koy, un Pedersen ou un Philipsen. Là, ça sera vraiment très intéressant de voir ce qui va se passer. Voilà. Donc pour le suspense, on va dire, on veut un Van Der Poel en forme pour qu'il y ait un duel entre les deux. Et pour le suspense, on veut qu'il y ait des gens qui s'accrochent aux deux monstres dans le Poggio, même si j'y crois pas. Voilà, c'était tout pour moi. Côté français, on peut espérer que la porte s'accroche, mais sinon on voit que Benoît Cosnefroy ou Julien Alaphilippe pourront enfin faire un top 10. Donc Alaphilippe, Cosnefroy, Laporte, ça vise le top 10. Laporte, sur un jour de grâce, il s'accroche avec tout le monde. Et puis là, ça va semer le doute dans les têtes de Van Der Poel et Pogacar. Parce que je pense que Van Der Poel et Pogacar se font battre au sprint par Laporte. Mais bon, un top 5 des Français, pardon, ça sera déjà pas mal. Et surtout, une énorme pensée à Anthony Turgis. Parce que la Total n'a pas été invitée cette année. Est-ce qu'on peut vraiment vouloir aux organisateurs, au vu du niveau de la Total ces derniers temps? Non. En revanche, par respect pour Anthony Turgis, qui a fait top 10 sur les dernières saisons à chaque fois, qui a fait deuxième en 2022, je pense que ça aurait été bien de les inviter. Après, je comprends aussi qu'ils préfèrent inviter des équipes nationales. On voit qu'il y a la Bardiani qui est invitée, mais la Bardiani, elle va faire quoi? Bon, elle va en mettre trois dans l'échappée, ça sera cool, c'est sûr, mais la Politico Meta, c'est à peu près le même combat. La Tudor, bon, ça se comprend un peu plus, ils ont un effectif plus fourni, mais quand on voit même des équipes comme DSM, je ne sais pas ce qu'ils vont faire sur cette course. Israël, je sais pas trop ce qu'ils vont faire sur cette course. L'Auto Destiny, je sais pas ce qu'ils vont faire sur cette course. Euh, J'avais oublié aussi, il y a la Vini Fantini et la Coratec. Il y aura personne non plus. Je pense que parmi les équipes invitées, il y avait quand même la place pour un Total Energy. Et je pense que Anthony Turgis aurait encore fait un top 10, donc c'est vraiment dommage pour Anthony.
On sait qu'il y a pas mal de courses où la Total sera pas invitée cette année, donc force à toi, Anthony. Essaye de perdre sur les courses où t'es invité, mais voilà, on espère te voir invité l'an prochain. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une super course à tous, et puis à bientôt pour un prochain épisode du Poticyclette. Salut!